Bonjour à tous et bienvenue à cette seconde émission, Une histoire des hommes et des idées. Donc, lors de la première émission, la dernière, on avait exploré quelques grands éléments de l'histoire actuelle, c'est-à-dire les problématiques qui sont vécues dans notre siècle. Et j'ai tenté de démontrer comment ces problèmes, qui ont été des problèmes qu'on veut régler depuis très longtemps, sont finalement toujours présents. Et non seulement toujours présents, mais ont empiré. Et j'ai terminé l'émission en concluant sur l'idée qu'on est dans un monde de désillusion totale et ça se traduit par une forme d'absurdité généralisée dans beaucoup de systèmes de notre monde. Donc, si vous voulez bien, pour cette seconde édition de l'émission Une histoire des hommes et des idées, on va poser deux grandes idées et tentant de comprendre que les derniers siècles se sont organisés autour de la confrontation entre ces deux idées. La première, et on va appeler ça, pour l'amour du principe, on va appeler ça un paradigme ou des paradigmes. Un paradigme, c'est une représentation du monde. Ou en d'autres mots, une manière de voir les choses. On appelle ça un paradigme. Donc, il y en a principalement deux grands paradigmes pour interpréter notre univers, notre monde. Le premier qui est un paradigme humaniste, fondé sur l'idée que s'en font les hommes, c'est que l'homme serait fondamentalement bon, mais capable de faire le mal à l'occasion. Donc, si ce paradigme est vrai, pour certains, ça explique que si l'homme est fondamentalement bon, ça explique qu'il peut faire quand même des tueries, à la limite peut tomber et sombrer dans la folie. Mais son état premier, c'est d'être fondamentalement bon. C'est une idée qui a été défendue par Jean-Jacques Rousseau, le philosophe du 18e, dans son roman Émile notamment. Donc pour lui, l'homme naît et Rousseau n'est pas nécessairement un athée au sens où on l'entend aujourd'hui, là, c'est un déiste, mais lui croyait que l'être suprême crée les êtres, crée les humains fondamentalement bons, c'est la société qui les perturbe. Donc c'est le premier paradigme. Le second, qui est le paradigme biblique, c'est l'idée selon laquelle l'homme est fondamentalement pécheur ou mauvais, appelons ça comme on veut, mais c'est l'idée, mais que bien qu'il soit mauvais, est capable de faire des choses bien, au sens humain du terme, bien sûr. Donc, vous voyez que ce sont deux paradigmes qui s'opposent complètement. L'un, l'homme est fondamentalement bon, et dans l'autre, le biblique, l'homme est fondamentalement mauvais. Donc, la question, c'est de savoir, mais lequel des deux est le bon? À travers des séries d'émissions, Une histoire des hommes et des idées, je vous propose qu'on adopte le paradigme biblique, c'est celui que moi je partage, mais j'aimerais expliquer pourquoi je crois à ce paradigme-là, et non seulement pour des raisons qui sont bibliques, certes, mais j'aimerais qu'on voit que le monde, le développement des idées dans ce monde en est une triste démonstration également. Donc, un passage biblique ici qui nous met sur la piste du paradigme biblique, c'est Jérémie 17,9 qui dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? » Donc, lorsque l'Écriture fait cette démarche, fait cette description du cœur de l'homme, elle nous installe dans une idée assez simple que la parole de Dieu, dans son ensemble, va assez bien défendre. C'est-à-dire que l'Ancien Testament va montrer la qualité du cœur de l'homme perdu. C'est très, très bien démontré, toutes ces guerres, toute cette violence dans l'Ancien Testament qui est là. L'homme est vu et démontré comme pécheur. Même les grands héros de la foi biblique, qui sont ceux qui se sont attachés à la promesse de Dieu, n'y échappent pas. On les voit complètement imparfaits. On n'a qu'à penser, pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament, au Abraham, Isaac, Jacob, aux patriarches finalement. On pensait au roi, à David et à tous les autres. On voit très, très bien dans leur vie que même s'ils sont des croyants, même s'ils se sont attachés à Dieu, ça restait des hommes profondément imparfaits et ayant besoin de rédemption. Donc, c'est l'Ancien Testament qui en fait la démonstration, et Jérémie qui va faire cette déclaration, bien, le cœur de l'homme est tortueux. Et le Nouveau Testament, lui, amène la solution. Jésus-Christ étant le Rédempteur, le Sauveur, celui qui sauve l'homme de cette condition
de perdu. Bon. Revenons maintenant plus à l'élément historique. Bien qu'il améliore les conditions de la vie des hommes, les progrès sociaux et scientifiques n'arriveront jamais à changer le cœur de l'homme. Au fond, lorsqu'on observe le siècle dans lequel on est, on se reconnaît dans un siècle où il y a une certaine forme de démission de la raison. Mais entendez bien, démission de la raison par rapport à une idée qui était entendue au 18e siècle par les grands philosophes de ce siècle, c'était que l'homme devait apprendre à réfléchir par sa raison et non plus par ce qu'on appelait la superstition religieuse. Le 18e siècle est encore un siècle profondément religieux. Donc, on se disait c'est un problème d'être religieux puisque le religieux s'attache à des livres, s'attache à des dogmes. Ces dogmes-là lui font apprendre la vérité, mais le défaut que les philosophes voient dans cette approche, qui est celle de l'approche religieuse, c'est que la religion prétend être la vérité, mais une vérité qui serait indiscutable. Donc, on ne peut pas la remettre en question, on ne peut pas l'éprouver trop. Donc, ça devenait quasiment péché de le faire. Donc, vous voyez, le combat qui s'est mis en place au 18e siècle, c'est le combat de la raison. L'homme doit apprendre à réfléchir par lui-même, tirer ses propres conclusions. Donc, si on a installé cette idée au 18e siècle, qui est celle de la raison, voyez-vous que 3e siècle plus tard, on n'hésite pas à se voir dans un siècle où on appelle ce siècle le siècle de la démission de la raison, comme si il y avait un échec de la part de l'homme à apprendre à réfléchir de cette manière-là. Mais attention, pas complètement. Il y a énormément de choses. C'est quand même, on n'est pas en train de dire qu'on devrait retourner à des éléments de déraison. Ce n'est pas ce qu'on essaie de défendre ici. Donc, si vous me permettez bien, 3 siècles, je vous les résume très brièvement, et à partir des prochaines émissions, on va les voir un peu plus en détail. Les 3 siècles sont le 18e, donc des années 1700 à 1800, le 19e de 1800 à 1900 et le 20e de 1900 aux années 2000. Donc le 18e siècle, le premier qui nous intéresse, c'est un siècle qu'on appellerait le siècle des révolutions, le siècle des grands bouleversements. C'est un siècle où, comme je vous disais un peu avant, on veut mettre la raison de l'homme de l'avant et s'initie à toutes les formes de progrès possibles. Pardon, progrès technique, progrès scientifique, progrès politique, progrès dans les idées philosophiques, progrès dans l'éducation. Donc, c'est un siècle qui voit arriver le potentiel énorme que tous ces domaines-là peuvent donner comme amélioration aux conditions humaines, si tant est-il qu'on observe ces éléments-là soutenus par la raison humaine. Le 19e, le siècle suivant, lui, appelons-le le siècle de l'optimisme. C'est-à-dire, c'est le siècle suivant où les idées du 18e portent quand même des fruits intéressants. Donc, le siècle des certitudes du progrès. Donc, à partir du 19e siècle, on va le voir un peu plus tard dans la série d'émissions, que le tas d'inventions qui ont été mises en place au 19e siècle, c'est quand même extraordinaire, là. On n'a parlé que du moteur, simplement le moteur à explosion, qui, lui, a permis l'invention d'un tas d'autres machines qui ont complètement changé notre façon de vivre sur la planète Terre. Donc, les fruits qui étaient attendus des progrès promis, en tout cas sur le plan scientifique et technique, commencent à porter leurs fruits. Le 19e, c'est également ce siècle où l'homme découvre son environnement. Vous avez la théorie de l'évolution qui va arriver en 1859 avec Charles Darwin. Donc, c'est une nouvelle façon d'observer le monde, la vie, l'univers, à travers des nouvelles formes d'interprétation, nouveaux paradigmes, paradigmes scientifiques maintenant qui entrent en place. Donc, on est dans un monde qui s'émancipe et on y croit encore plus à la possibilité que la raison de l'homme va éventuellement instaurer des jours de paix pour l'homme. Donc, on en aura le bol des guerres. Donc, voyez-vous, la paix. Donc, on s'organise de mieux en mieux. Et le 3e des siècles, c'est le 20e, qu'on appelle le siècle
cycle de la désillusion. Pourquoi la désillusion? Parce que tout ce qui a été espéré, voulu, apprécié, aimé, adoré même dans les 18 et 19e siècles, donc la science, le progrès, vont être asservis à des nouvelles causes que sont les grandes guerres du 20e siècle. Et on peut parler de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On en parle ici, les Occidentaux, parce que c'est celles qui nous ont touchés de plus près. Mais il est arrivé plus que ça. Quand on pense au grand conflit du 20e siècle, on parle de dizaines et de dizaines de millions de morts, hommes et femmes décédés de la guerre ou des conséquences de la guerre. Et c'est comme si la science et le progrès ont servi la cause des guerres. Donc, ces magnifiques inventions servent également à créer des armes de guerre, mais hautement plus destructives que ne l'avaient été toutes les guerres auparavant. Donc, c'est un peu comme si on pouvait dire le désespoir. C'est désespoir parce que malgré l'instruction et le progrès, on se rend vite compte que tout change, mais il y a une seule chose qui ne change pas, c'est que le cœur de l'homme reste le même. Et ça, c'est l'histoire du 20e siècle, qui est pourtant un magnifique siècle à la fois et un siècle pénible en même temps. Si pendant longtemps, la folie et la bêtise de l'homme s'expliquaient par son manque d'instruction, donc l'homme était un fou ignorant, aujourd'hui, nous savons que l'homme, même instruit, est capable des mêmes égarements. Donc, on pourrait dire de l'homme d'aujourd'hui qu'il est un fou instruit. Donc, si vous voulez bien, à partir des prochaines émissions, donc les 3e, 4e, 5e émissions, on va s'intéresser très, très spécifiquement au 18e siècle. Là, on va commencer à voir un peu plus en détail, sans entrer trop longtemps dans le 18e et 19e siècle, mais on va tenter de nommer des noms, de nommer des idées, des inventions, des initiatives très bonnes d'ailleurs. On va voir de quelle façon vraiment ces hommes-là du 18e siècle, de façon très positive, de façon imaginative et créative, ont sincèrement voulu changer le monde et le rendre meilleur. Et on les comprend lorsqu'on observe ce qui se produisait à leur époque. Comme nous, aujourd'hui, on aimerait peut-être aussi que les choses changent et on n'en a pas nécessairement les moyens. Mais il y a seulement une différence, par exemple, entre les hommes du 18e et 19e qui rêvaient de changer le monde et nous, c'est qu'eux avaient, lorsqu'ils regardaient l'avenir, il y avait comme quelque chose. Il y avait quelque chose de meilleur qui venait. Et on avait mis la main sur des découvertes, des progrès, des sciences, des initiatives techniques de toutes sortes qui faisaient qu'on disait oui, on peut changer et on tient des clés de ce changement pour améliorer le monde. Peut-être que la différence, c'est qu'arrivé au 21e siècle aujourd'hui, pour nous qui sommes en 2013, là où est notre limite à nous, c'est qu'on a beaucoup de misère à imaginer les changements qui pourraient s'amener. On peut les espérer, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de ce qui est déjà en place. Donc, si vous voulez bien, on va continuer cette discussion fort intéressante au cours de la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien.